bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Gauthier, expert et passionné du monde arabe qu'il a parcouru au cours de sa carrière d'enseignant, d'abord en Algérie et au Maroc, puis de diplomate en Égypte, Syrie, Irak, Liban et Bahreïn, en tant que secrétaire de chancellerie, conseiller des affaires étrangères, puis ambassadeur de France au Yémen de 2006 à 2009. Il a d'ailleurs publié ses souvenirs dans un ouvrage intitulé « Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe », paru en 2018. Et il est également romancier, avec Un si proche ennemi et L'homme de Tanger, roman policier paru cette année aux éditions Rive-Neuve. Et c'est pour ses compétences et son expérience de traducteur qu'il intervient ce soir, puisqu'il est le traducteur du grand écrivain égyptien Alaa El Aswany. Il a traduit en français L'immeuble Yacoubian, que l'on cite le plus souvent, mais aussi J'aurais voulu être égyptien, Chicago, Chronique de la révolution égyptienne, Extrémisme religieux et dictature, Automobile Club d'Égypte, Le syndrome de la dictature et le dernier en date publié, J'ai couru vers le Nil. Donc le titre de sa conférence ce soir est Traduire de l'arabe et vers l'arabe, la langue arabe face à l'hégémonie des grandes langues européennes. Et donc je lui laisse la parole. Bon, j'étais autrefois enseignant, j'étais professeur dans l'enseignement secondaire en Algérie, au Maroc et aussi à Paris, mais je n'ai jamais eu à parler d'une façon professorale comme ça devant un amphithéâtre. Donc j'étais assez embêté, puis je me suis dit que finalement, puisque j'avais accepté, il ne fallait pas que je perde la face. Alors je vais vous dire d'où je parle, comme on dit. Une fois, j'étais au Qatar et je participais à un séminaire. Je crois que c'était... Il me semble que c'était sur la traduction, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'était un séminaire et un des participants, égyptien, je crois, avait aimablement commenté mon intervention. Mais alors, il avait qualifié mon intervention de Sindibadiya. Alors, c'était très gentiment dit, c'était pas du tout une critique, hein, mais par rapport aux autres interventions qui étaient plus des interventions de chercheurs, mon intervention à moi était Sindibadiya. Et alors, je me suis dit que finalement, le terme me convenait parfaitement. Une culture Sindibadiya, c'est la culture, eh bien, une culture que j'ai formée autour de mes voyages, de mes errances, qui était peut-être moins tumultueuse que celle de Sindbad le marin, mais qui était aussi du même ordre. Donc, ce que j'ai appris, je l'ai plutôt appris comme ça que que dans l'amphithéâtre d'une université. Donc c'est donc muni de ce bagage que je me permets aujourd'hui de me présenter à vous et donc de vous dire ce que je sais de la langue arabe et de son rapport avec le monde. Bien entendu, je ne suis pas non plus tout à fait illégitime, puisque, bon, d'abord, j'ai appris la langue arabe il y a longtemps. J'ai commencé à l'apprendre, je continue à l'apprendre. J'ai appris la langue arabe dans cette institution de l'INALCO, mais pas ici, à l'époque, c'était à Gennevilliers. J'ai donc fait l'INALCO. Par la suite, j'avais même commencé à apprendre l'arabe avant, quand j'étais coopérant en Algérie, quand j'étais coopérant au Maroc. Donc, je n'ai pas cessé d'apprendre l'arabe. Ensuite, j'ai fait toute une carrière diplomatique qui a été uniquement dans le monde arabe, en dehors de mes postes parisiens, mais qui étaient eux-mêmes en relation avec le monde arabe, sauf un et encore. Donc, dans cette relation diplomatique, j'ai toujours utilisé l'arabe. Ça m'a fait progresser, d'ailleurs. J'ai utilisé l'arabe dans toutes mes rencontres, toutes les fois que je parlais un non francophone. Ensuite, j'ai traduit l'œuvre littéraire d'Alaa El Aswany. Donc, ça, c'était une belle aventure, hein. Alors que je n'étais pas traducteur, je n'ai pas fait comme mademoiselle de l'école de traduction, mais j'ai fait sur le tas. Et je continue actuellement, j'ai un livre à terminer qui devrait sortir, je pense, en janvier-février. Donc voilà, voilà ce rapport que j'ai avec le monde arabe. Et donc ce monde arabe a occupé la plus grande partie de mon existence. Alors,
si je pense important de parler de cette langue et de son rapport avec les autres et avec elle-même, c'est que j'ai eu tout de suite la conviction que le monde arabe était la clé pour accéder au monde arabe. C'était beaucoup de gens vivent pendant des années dans le monde arabe sans parler la langue. Je pense qu'il reste tout à fait à la surface. La langue est le chemin qui est obligatoire, je crois, pour pouvoir parler, donc pour pouvoir être en relation avec cette partie du monde. Donc, le titre, c'est traduire de l'arabe vers l'arabe, la langue arabe face à l'hégémonie des grandes langues européennes. Mais il n'est pas possible de commencer cet exposé sans présenter cet objet extraordinaire qu'est la langue arabe. La langue arabe, depuis son apparition sur l'art, bon, je ne vais pas parler des débuts, de la préhistoire de la langue arabe, mais quand je dis son apparition dans l'histoire du monde, bien sûr elle existait avant, mais son apparition dans l'histoire du monde correspond donc au moment de la prédication, et donc c'est... donc à ce moment-là, elle arrive, cette langue arabe, et très rapidement, cette langue arabe devient une langue d'empire. Et cette langue s'est façonnée, cette langue arabe, après avoir très rapidement, après que les Arabes, inspirés par la prédication, ont très rapidement conquis, comme vous le savez, une énorme partie du monde méditerranéen, du monde asiatique, est devenue, de ce fait, la langue de l'administration, la langue dans laquelle, même si au tout début, on a continué à conserver le grec, par exemple, dans la partie orientale, mais très vite, l'arabe est devenu la langue de l'administration de cette très grande partie du monde. Mais cette langue, ensuite, très vite, s'est ouverte au monde, ouverte à toutes les connaissances du monde, comme vous le savez, au moyen de la traduction. La première rencontre du monde arabe avec le monde s'est faite à travers la traduction volontaire, pas au hasard, la traduction volontaire, et même encouragée par l'État, du moins à l'époque du calife Mamoun, comme vous le savez, avec cette très belle institution de Dar el-Hikma, qui était donc un grand centre de traduction. Mais bien sûr, la traduction ne se résumait pas à Dar el-Hikma. Il y avait aussi des traductions en Andalousie, il y avait des traductions un peu partout dans le monde arabe. Donc, la langue arabe, c'est en grande partie faite à partir de la traduction. Ensuite, cette traduction, c'est pour ça que le sujet me semble intéressant. Ensuite, à un second moment de son histoire, la langue arabe a eu à nouveau affaire à la traduction, c'est au XIXe siècle. Et puis, enfin, où en est-on maintenant dans ce domaine, je pense que... Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, oui, je voulais réfléchir avec vous sur ce que représente cette double tension entre de la langue arabe avec l'extérieur et avec un intérieur qui est immense, puisque ce sont des territoires qui, à une époque, sont allés de l'Indus. Après, au bout de quelque temps, la Perse a repris son indépendance linguistique, mais il y a eu un moment où, de l'Indus jusqu'à l'Andalousie, jusqu'au Portugal, jusqu'au Portugal actuel, cette langue était la langue dominante. Donc, cette très forte extension, et puis ensuite le rapport interne avec les populations. Cette langue, comme ce que je voudrais montrer avec vous, c'est montrer comment cette langue a su changer, tout en restant elle-même, et rester largement ouverte sur l'extérieur, tout en demeurant la langue mère des peuples de son espace géographique. Alors, qu'est-ce que la langue arabe aujourd'hui ? Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase assez méchante, c'est un écrivain saoudien qui a dit ça en 1977, il s'appelait Abdallah al-Qassimi, il a dit « Les Arabes sont un phénomène acoustique ». Alors, cette phrase est très souvent citée,
même par des gens qui, comme moi, n'ont pas lu le livre, cette phrase est très souvent citée dans le sens d'autodérision, pour dire que le monde arabe est un monde où on se contente de parler, où la proclamation, le slogan permettent de sauter à pieds joints sur la réalité pour lui substituer une réalité alternative, voilà, mais conforme donc aux dialectiques du pouvoir ou de ses opposants. Mais cette phrase, moi, je la cite simplement parce qu'elle a éveillé en moi une autre phrase. Alors, cette phrase, elle a une forme contemporaine que j'ai lue récemment sur Facebook. Les Arabes sont un phénomène facebookien. Et c'est vrai que la langue arabe est très présente sur Facebook. Mais moi, cette phrase m'a éveillé une autre langue. Les Arabes sont un phénomène linguistique. Les Arabes sont un phénomène linguistique. Pourquoi? Parce que la langue arabe, l'identité arabe échappe à toute définition ethnique. Rien ne relie, en dehors de cette langue commune, les populations de la péninsule arabe, de la Mésopotamie, du Levant, d'Égypte et du nord de l'Afrique. Rien ne les relie et surtout rien ne les distingue des populations du nord de la Méditerranée. On ne peut pas non plus vraiment dire qu'il y a une identité géographique entre la péninsule arabique, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Peut-on trouver une identité de nature politique et historique? Le seul empire vraiment arabe est celui des Abbassides, qui était celui des Omeyyades. Celui des Abbassides, lui, était beaucoup plus tourné, avec sa capitale Bagdad, vers le monde persan. Et ensuite, dès le XIIe siècle, le monde arabe a cessé d'être un monde autonome pour devenir un monde musulman qui était dirigé par les Turcs, par l'Empire ottoman. Peut-on dire que l'identité des Arabes est une identité religieuse? C'est-à-dire, est-ce que l'islam définit l'identité des Arabes? De fait, l'islam a plutôt dilué l'arabité, puisqu'elle a dilué l'arabité dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui allait donc de l'Inde en passant par la Perse. Et d'autre part, il ne faut pas oublier non plus le rôle qu'ont joué les minorités chrétiennes du Levant dans le réveil de la langue arabe. Donc, moi, je vois comme très identitaire pour le monde arabe, le trait identitaire central, c'est la langue arabe. Ce qui unit les Arabes, ce qui est au cœur de leur communauté d'idées, d'émotions, de comportements, c'est leur langue. On pourrait dire la même chose du français, qui a uni des régions si dissemblables, entre l'Alsace et le Pays Basque ou la Catalogne, enfin Perpignan, il n'y a vraiment pas beaucoup de points communs. Sinon, cet État et cette langue qui a unifié l'ensemble. Mais dans le cas de la France, c'est tout de même à une autre échelle que l'on agit. Avec la langue arabe, c'est de Bagdad à Casablanca, d'Alep à Nouakchott, où n'importe quel citoyen, pas tout à fait n'importe quel, mais disons la plupart des citoyens, peut circuler sans avoir besoin d'un interprète. Donc une zone extrêmement vaste où la communication est possible. On peut comparer ça à l'Union européenne qui a 24 langues officielles pour un espace plus réduit. Une population un peu plus importante, mais pas beaucoup plus, mais un espace plus réduit. Et cette Union européenne, en plus, utilise pour faire fonctionner ses institutions la langue d'un pays qui n'en fait pas partie. Donc cette langue unique sur un vaste espace dans sa diversité géographique, cette langue dont les vocabulaires, les structures sont restés fondamentalement les mêmes sur une longue période historique, tout en étant parfaitement ouverte au monde, quelles sont les dynamiques qui l'animent dans le double sens du mot, c'est-à-dire les dynamiques qui lui donnent une âme, une vie, et les dynamiques qui la mettent en mouvement.
Alors, qu'en est-il de cette unité linguistique? N'est-elle pas une illusion? Les Arabes, en effet, utilisent pour s'exprimer quotidiennement des dialectes différents de la langue commune. Cette langue commune qu'on appelait autrefois classique, alors que les Arabes, eux, l'appelaient fasih, c'est-à-dire claire, éloquente, compréhensible. Cette langue n'est-elle pas une sorte de latin, capable de devenir à plus ou moins brève échéance une langue morte? Alors, avant de devenir diplomate, j'ai voulu passer le CAPES d'arabe et j'étais collé à l'oral en 1981, c'est vieux, ou 82, je ne sais plus. Et j'ai été collé notamment, mais je pense que je n'avais pas le niveau de toute façon, mais j'ai été collé notamment pour avoir mal répondu à une question que me posait un professeur, le professeur Georges Boaz. Je le dénonce parce que je n'ai toujours pas avalé cette histoire. Alors, ce professeur m'avait demandé si les dialectes arabes pouvaient être considérés comme des langues à part entière différentes de la langue savante. J'avais commencé ma démonstration en disant que le locuteur arabe n'avait pas le sentiment de changer de registre, de changer de langue plutôt quand il passait d'un registre à l'autre. J'avais pris un exemple qui m'était arrivé. Un ami était passé me voir à la maison et je n'étais pas là et il avait glissé un mot sur la porte. Et sur ce mot était écrit en arabe standard, en arabe classique, enfin en arabe, alors que jamais on ne parlait comme ça, on parlait tout le temps en dialecte, c'était en Irak. Et donc, j'ai pensé à ce moment-là, je me suis dit, voilà comment fonctionne la langue arabe. Quand on parle, on utilise le dialecte, mais quand on écrit spontanément, sans y réfléchir, sans que ce soit une douleur ou un effort, on mettra ça en arabe. Et alors, le locuteur arabe n'a pas le sentiment de changer de registre. Le professeur alors m'avait coupé la parole et m'avait dit ce que les Arabes pensent de leur langue ne m'intéresse pas plus que ce que ma concierge pense de la langue française. C'était gentil ni pour les uns ni pour les autres. Et voilà, je pense qu'en fait, il était plus intelligent que ça. Je pense que lui, il considérait, il avait une théorie là-dessus. Mais en tout cas, ces théories ne m'intéressent pas. Moi, j'ai eu ce sentiment très vite qu'entre la langue et les dialectes, il y avait tout de même un lien très fort, comme celui qui peut exister en Allemagne ou en Italie, d'ailleurs, entre la langue et les dialectes. Ce débat sur les dialectes existe encore, il existe parfois. Certaines personnes prônent, au nom de la démocratisation, de la modernité, une mise à l'écart de la langue commune au profit des dialectes. Mais souvent, cette idée vient de l'extérieur. Pas toujours, hein. Il y a des gens qui considèrent qu'il faudrait privilégier un enseignement de type dialectal, mais souvent cette idée vient de l'extérieur et elle n'est pas toujours bien intentionnée. Alors, certains disent qu'il faudrait écrire en arabe dialectal, mais cela accroîtrait peut-être la spontanéité de l'expression, mais cela menacerait la communication. L'autre solution, c'est d'utiliser d'une façon souple la langue commune. On ne peut pas dire ce qui va se passer dans ce domaine. La décision n'appartient pas dans ce domaine ni au gouvernement, ni même aux intellectuels. Dans le domaine linguistique, c'est l'usage que finit par imposer la masse aveugle et souveraine des locuteurs qui s'impose. Mais pour l'instant, je me limiterai à plusieurs constatations. La première, c'est qu'effectivement, aucun arabe, nulle part dans le monde arabe, n'utilise la langue classique pour parler. La langue standard, disons. La langue standard. Aucun arabe n'utilise la langue standard pour parler. Dans un pays comme l'Égypte, par exemple, le dialecte a recouvert la presque totalité du champ oral. Que ce soit dans la vie politique, intellectuelle et même à l'université. Vous avez des professeurs à l'université, mais très très fréquemment, qui font leurs cours en arabe dialectal. D'autre part, le dialecte, effectivement, est présent sur Internet, très présent.
soit écrit en arabe, soit écrit avec des caractères latins, mais plus souvent quand même, je crois, en arabe. Enfin, moi, ce que je lis, en tout cas. Et je sais que quand j'écris sur Internet, je pense que je fais comme tout le monde, c'est-à-dire j'écris d'une façon assez dialectalisée. Alors, ceci n'est moins le cas dans certains pays comme la Syrie, et peut-être au Maghreb aussi. Ma deuxième constatation, c'est que malgré la diversité des dialectes, l'intercommunication orale existe entre tous les Arabes. Un Irakien, un Égyptien, un Yéménite, un Syrien se comprennent sans aucun problème. Ils se comprennent même de mieux en mieux à mesure que se renforce le niveau de l'enseignement de l'arabe standard dans les écoles. Et même le Maghreb ne fait pas exception à la règle. Les Maghrébins, dans leur majorité, comprennent des dialectes orientaux. Il m'est arrivé, au Maroc par exemple, d'avoir à parler arabe parce que les gens ne parlent pas tous français et je parlais plutôt avec un arabe égyptien et ça ne me posait pas de problème. Quand ils me répondaient et qu'ils croyaient que je parlais très bien arabe, alors à ce moment-là, ça devenait plus difficile. Moi, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Donc, les Arabes se comprennent de mieux en mieux, en plus à cause des radios, des télévisions, des publications sur Internet. Donc, dans cette vaste région, on écoute les mêmes musiques, on voit les mêmes films. C'est donc un groupe humain de 430 millions d'habitants, 430 millions de locuteurs, qui est concerné par ce que nous sommes en train de dire. Alors, l'arabe est vivant sous sa forme orale, mais il l'est également sous sa la forme de l'arabe standard, qui est actuellement enseigné dans les écoles à la presque totalité de la jeunesse. Là, actuellement, la scolarité, c'est pas toujours bon, mais enfin, actuellement, la scolarité est répandue à presque la totalité, on peut dire, de la jeunesse dans le monde arabe, avec des différences selon les pays, mais enfin, on peut dire que la plus grosse, l'immense partie de la jeunesse est éduquée en arabe standard. L'enseignement et les médias donc, ont facilité la communication entre tous les peuples arabes, qu'ils vivent en Mauritanie, au bord du fleuve Sénégal ou au bord de l'Euphrate. Comment on est arrivé à ce résultat, qui peut paraître miraculeux, du maintien sur un espace aussi vaste d'une profonde unité linguistique et d'une très grande intercommunication? Cette histoire de la langue arabe, c'est l'histoire de 3 révolutions. Et vous allez vous dire, je n'ai pas parlé de traduction, mais justement, je vais en parler. La première de ces révolutions, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est celle qui a eu lieu au tout début, au 8e et 9e siècle de notre ère. Cette période, donc, qui est la période de l'expansion de la langue arabe à tout le sud et l'est de la Méditerranée, même une partie de l'ouest de l'Espagne, a vu d'abord un effort la première activité intellectuelle avec l'étude de la religion, c'était la grammaire. Il y a eu un effort de systématisation de la langue, un effort de purification qui a été fait d'une façon, on peut dire, très scientifique, enfin, avec une méthode de l'époque qui n'était pas celle d'aujourd'hui, mais il y avait des enquêtes qui étaient faites dans certaines tribus qui étaient considérées comme les tribus parlant le mieux arabe, et bien sûr le Coran, le hadith, mais aussi les mu'allaqat, la poésie anté-islamique, tout ça servait de base à la constitution donc d'une grammaire de la langue arabe. Par la suite, presque en même temps, a eu lieu un effort considérable de traduction. Un effort considérable de traduction, comme je le disais, qui a été mené sous la direction des dirigeants, sous la direction notamment, on parle beaucoup du calife Mamoun, qui était ce grand calife, regretté calife Mamoun, qui était donc mu'tazilite, qui avait donc créé cette Dar Hikma, et cette Dar Hikma était l'endroit où étaient réunis des traducteurs de toute origine pour traduire soit du grec, soit de l'araméen, soit du persan,
soit peut-être aussi des langues indiennes, tout le savoir de l'époque. Tout le savoir de l'époque donc, à travers ces traductions, la langue arabe s'adapte aux dimensions du nouvel espace qui est le sien. Alors, j'ai un peu raccourci, donc il faut que je retrouve où j'en suis. Et c'est cet effort de traduction qui a fait de la langue arabe une langue universelle. La langue du début était la langue donc d'un petit espace, au bord du monde araméen. Elle a été, cette langue, illustrée par un grand livre, qui était le Coran, qui est un livre donc c'est lui qui a été le grand facteur de cette langue. Mais pour devenir une langue universelle, il fallait que cette langue s'approprie les connaissances qui avaient précédé. Mais la traduction, ça consiste à passer d'une langue à l'autre, mais aussi d'un système de référence à l'autre, d'une culture à l'autre. La traduction n'amène pas seulement des idées nouvelles, elle contribue à changer la langue qui les reçoit. Elle permet d'accueillir des concepts nouveaux. Et cette langue, ainsi transformée, est bientôt capable à son tour de produire des contenus qui ne lui étaient pas familiers. Après cet effort de traduction, il y a dans le monde arabe un effort de production. La langue ainsi enrichie va produire philosophie, algèbre, médecine, et le mouvement de traduction va s'inverser. Les traductions arabes des textes grecs, comme Aristote, et de leurs commentaires, sont à leur tour traduits en latin, qui à l'époque était la langue savante de l'Europe au Moyen-Âge, jusqu'à très tard. Et en même temps, vont être traduits en latin toutes les innovations scientifiques et toutes les innovations philosophiques, qui ont été produites dans le monde arabe. Par cet effort de traduction, l'arabe s'est ouvert au monde et est ainsi devenu une langue porteuse et créatrice de sciences et de culture. Si vous voulez, ce n'est pas le seul cas, ce n'est pas un cas unique. Vous avez un autre cas intéressant, c'est celui de la langue latine, qui a un petit peu fait le même chemin. La langue latine, qui était la langue d'une petite bourgade au bord du monde étrusque, est devenue une langue d'empire, est devenue une langue de pouvoir, mais elle s'est enrichie au contact de la langue grecque et par la traduction de tout ce qui était grec. Mais la langue latine a continué à laisser la philosophie, la poésie à la langue grecque et s'est concentrée sur l'administration, le droit. C'est un peu schématique, mais enfin, il y avait aussi de la poésie en latin. Mais c'est un phénomène un peu semblable. Donc, une langue d'empire qui éprouve le besoin d'acquérir les connaissances de ce qui a précédé. Mais cette extraordinaire entreprise de traduction, elle n'est pas unique dans l'histoire de la langue arabe. Je mets sur le même plan, il faut mettre sur le même plan la révolution, l'extraordinaire renaissance de la langue arabe, l'extraordinaire renaissance de l'arabité qui a eu lieu au cours du XIXe siècle. Cette renaissance a eu lieu à la fin de la période ottomane, entre le milieu du XIXe siècle et les premières décennies du XXe. Cette renaissance a concerné tous les aspects de la civilisation, depuis la religion, avec la Nahda de Mohamed Abdou, enfin, il n'a pas été le seul, mais c'est le plus connu, c'est le père de cette Nahda religieuse en Égypte, jusqu'à la société. Il y a eu une révolution de la société, la forme de l'État, la définition de la citoyenneté,
Il y a eu par exemple en Égypte la suppression, dès le 19e, la suppression du statut de dhimmi, très tôt la suppression de l'esclavage, un peu plus tard des réflexions en tout cas sur le statut des femmes, avec, comment il s'appelait, Mohamed Kassim, je crois. Et en passant par la littérature et les beaux-arts. Car en effet, à partir à peu près du XIIe siècle, le monde arabe commence à passer dans les mains d'autres peuples, notamment turcs. Et puis à partir du XVIe siècle, du XVIe siècle, dès le début du XVIe siècle, plus aucune partie du monde arabe n'échappe à l'Empire ottoman. Ça ne veut pas dire que la langue arabe va disparaître, elle continue à être parlée. Non seulement elle continue à être parlée, mais les Turcs, les gens lettrés en Turquie, ça connaissaient la langue arabe, comme ils connaissaient le persan d'ailleurs. Mais la langue arabe n'est plus la langue du pouvoir, elle n'est plus la langue de l'administration, elle n'est plus la langue des archives. Elle est une langue qui reste, mais elle n'est plus en communication avec le monde extérieur. Cette communication avec le monde extérieur, ce sont les Turcs qui s'en chargent. Et donc, voilà. D'ailleurs, la langue ottomane, la langue arabe a une énorme influence sur la langue ottomane, puisque même maintenant, alors qu'Atatürk a essayé d'enlever le plus de mots arabes possible, mais il y a énormément de mots arabes en persan. Mais la culture arabe, elle, qui n'était pas morte, s'était figée. Les hommes de religion se contentaient de répéter, de commenter ce qu'avaient dit les anciens commentateurs. Les poètes continuaient à produire de belles poésies, mais ce n'était plus une culture en contact avec le monde. Elle se tenait à l'écart de la modernité qui se développait à ce moment-là à toute vitesse en Europe et à laquelle seuls certains Arabes, souvent chrétiens, étaient en relation à travers leur connaissance des langues étrangères. Tout change à partir de 1798. Pourquoi ? C'est une date qui est choisie comme ça, mais pas seulement artificiellement, parce qu'à ce moment-là, Bonaparte envahit l'Égypte. Alors, c'est une opération militaire dont on retient maintenant souvent l'impact culturel et civilisationnel. Elle a été une invasion cruelle. Bonaparte a eu à faire face à des révoltes populaires qu'il a réprimées dans le sang. Mais ce qui est resté dans la mémoire égyptienne, c'est beaucoup plus ambigu. Je me souviens qu'un jour, il faisait chaud, c'était l'après-midi, et je suis rentré dans une mosquée du Caire, et des gens sont venus me parler, m'ont demandé d'où je venais, et puis ils m'ont demandé de rester, ils ont fait la prière, ils sont venus me parler, et ils m'ont dit, français, Hassan Nas, bon, c'est ce qu'on dit souvent, mais... Et puis après, ils m'ont parlé de Bonaparte. Bonaparte, li Fatah Masr. J'étais très étonné d'entendre ce mot Fatah, qui est normalement employé pour la conquête islamique et pas pour une conquête du type de celle de Napoléon. Mais c'est dire à quel point cette conquête napoléonienne avait été ambiguë. Et ce choc a une conséquence très forte. C'est l'arrivée très vite au pouvoir, dans les années entre 1800 et 1810, il n'y a pas de date exacte, mais on peut dire 1806, Mehmet Ali, qui est un Turc de la région de Kavala. Certains disent qu'il est albanais, mais d'après sa famille, il est turc. Mais turc de la région de Kavala, dans le nord de la Grèce, et il a profité des troubles créés par l'arrivée de Bonaparte, et puis ensuite... lui est arrivé avec l'armée du sultan et il a réussi à se faire nommer pacha et à devenir le seul maître à ce moment-là de l'Égypte. Et ce Mohamed Ali, qui était vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire, a décidé de faire de l'Égypte sa base de son pouvoir. En fait, il voulait plus que l'Égypte, il voulait tout l'empire, mais il n'a pas réussi, les puissances extérieures l'en ont empêché, et donc du coup c'était un bienfait pour l'Égypte, parce que du coup il est resté sur place et il s'est consacré à
totalement bouleversé l'Égypte et il a décidé que son pays devait devenir un pays moderne sur le modèle européen et il a fait appel à des experts, des coopérants, on peut dire, qui étaient pour la plupart français, mais pas uniquement, il y avait des Italiens aussi, et quelques Autrichiens. Et donc, il a aussi envoyé se former en France des intellectuels égyptiens qui, eux, n'étaient pas turcs du tout. C'était des gens de culture arabe, c'était les Égyptiens, et qui sont revenus conquis. Et à ce moment-là, l'Égypte entre en mouvement, le monde arabe, on peut dire, entre en mouvement, et ce mouvement va se poursuivre tout au long du XVIIIe siècle, en Égypte, en Tunisie, avec Khayr el-Din. Il ne faut jamais oublier Khayr el-Din, qui a fait un travail du même genre, qui a été aussi un grand modernisateur, qui a fondé l'État moderne tunisien. Et bientôt aussi en Syrie, Liban, Palestine. Et donc, en conséquence de ces réformes politiques et sociales, intervient ce qu'on a appelé la Nahda, donc cette renaissance arabe. C'était donc avec, comme on avait dit, le réformisme religieux de Mohamed Abdou, mais également donc un grand développement de la langue à travers la traduction. Et un des plus grands leviers de cette transformation, ça a été la littérature et la presse. Alors, cette arrivée de Bonaparte, elle correspond aussi au début de l'imprimerie arabe. Alors, il y avait un premier livre arabe qui avait été publié dans les États de l'Église en 1514, et cette impression entrait dans le cadre de la reconquête des églises schismatiques, les églises grecques, orthodoxes, par l'Église romaine. Et donc, il y avait un livre imprimé en arabe. Mais il n'y avait pas de livre imprimé en arabe dans le monde arabe. On raconte, c'est un petit peu légendaire, c'est authentique, mais ça n'a peut-être pas joué le rôle qu'on lui a donné, que Bonaparte a amené avec lui une presse arabe dont il s'est servi pour imprimer ses proclamations. Toujours est-il que l'imprimerie arabe se développe au XIXe siècle en Égypte et au Levant. Et donc, l'Égypte, à partir de ce moment-là, se met à traduire un peu tout, non seulement tout ce qui concerne l'administration de l'État, mais également tout ce qui concerne la culture, par exemple les romans. L'Égypte, le monde arabe commence à découvrir le roman. À ce moment-là, le roman n'existe pas dans la littérature arabe, et c'est en Égypte d'ailleurs que sera écrit le premier roman. Le monde arabe commence à découvrir à ce moment-là le théâtre. Et donc là aussi, après avoir traduit des pièces de théâtre, comme les pièces de Molière, qui ont été adaptées plutôt que traduites, adaptées, il y a eu création en ce moment-là de presse, donc de pièces de théâtre en arabe. C'est une... disons que tout ce qui est la culture arabe contemporaine, hein, est né à ce moment-là. Il faut bien se rendre compte de ce que ça a représenté. Mais en modernisant un pays, en instaurant des administrations nouvelles, l'armée égyptienne, qui était autrefois l'armée des Mamelouks, est devenue une armée toute moderne. Ensuite, il y a un service de la santé qui a été créé, moderne. Ensuite, il y a eu même un service des antiquités, dans les mêmes années, qui a été créé, enfin, dans tous les domaines. Et pour tout ça, il fallait faire entrer dans la langue arabe des mots nouveaux. À cet effet, une école de langue pour former des traducteurs a été fondée en Égypte. Et pendant tout ce siècle, les traducteurs ont cherché des mots pour traduire le code civil, par exemple. Le droit égyptien est fondé sur le code civil français. Et d'ailleurs, dans le monde arabe, ce code civil a été ensuite, actuellement dans les pays du Golfe, en dehors de l'Arabie, ce sont
presque partout le code civil français qui a servi de base. Même dans les pays, Bahreïn par exemple où j'étais, qui pourtant avait été colonisé par la Grande-Bretagne, avait utilisé le code civil français qui était venu à travers les Égyptiens justement. Donc il a fallu trouver des mots pour traduire le code civil. Il a fallu des mots pour parler d'archéologie, pour parler de patrimoine, pour parler de médecine. Il a fallu trouver des mots pour parler ensuite du capitalisme, du capital, du capitalisme, du communisme, de la démocratie, de la dictature, des mots pour dire national, pour dire international. Et la presse qui a été créée alors en Égypte, après un premier journal qui a été créé dans les années 30, qui était plutôt un journal officiel, Al-Waqai' al-Masriya, il y a eu le journal El Ahram qui a été créé en 1878 par deux émigrés d'ailleurs venant du Liban, les frères Bishara et Salim Takla. Et donc la langue arabe a très facilement pu créer ces mots nouveaux. Pourquoi elle a pu les créer plus facilement que d'autres langues n'auraient pu le faire? Eh bien, grâce à ce lien solide qui existe dans la langue arabe entre les racines et leurs formes dérivées. Vous connaissez le système, puisque la plupart d'entre vous sont des étudiants en langue arabe. En langue arabe, n'importe qui peut à n'importe quel instant créer un mot, et ce mot, il existe. Il n'a pas besoin d'être admis, il existe à partir du moment où il correspond à une forme, une des formes dérivées. Donc on a, à partir de ces formes dérivées, pu créer un nombre de mots considérable. Sinon, on a aussi utilisé des vieux mots. Par exemple, j'ai appris que le mot « qitar », ça a été pris à un mot qui voulait dire caravane de chameaux attachés les uns derrière les autres. Bon, le mot hatif, téléphone qui marche, qui a pris, je crois, enfin, encore des gens, on dit encore téléphone aussi, mais ce mot, il vient de hatafa, qui veut dire crier. Enfin, la langue arabe a pu recréer des mots qui existent, que maintenant on a complètement oublié, qu'ils ont été créés assez récemment. Ces mots-là sont absolument utilisés. Ça a été une énorme révolution. C'est sur cette révolution que vit la langue arabe actuellement. Et donc, ce sont ces mots, c'est ce vocabulaire qui est encore utilisé aujourd'hui. Et ça, c'est l'effort de traduction volontaire qui a été fait pendant toute cette époque. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que, en Tunisie en 1880, en Égypte en 1882, au Maroc en 1911, au Proche-Orient en 1923, la France et l'Angleterre se sont interposés devant la volonté d'émancipation du monde arabe. Mais ça n'a pas arrêté la renaissance intellectuelle qui s'est poursuivie. Elle s'est même renforcée face au pouvoir étranger. Dans le cas de l'Égypte, c'est tout à fait clair. Il y a eu une période de grands mouvements intellectuels dans cette période-là qui va jusqu'à la période contemporaine. La culture égyptienne parvient à un apogée avant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'autre part, une lutte politique efficace commence. Cette lutte, bien sûr, a la langue arabe comme vecteur. Et l'activité de traduction se produit également. La presse et l'enseignement se développent également. Mais ce régime du mandat, notamment, et le régime spécial que les Britanniques appliquent à l'Égypte, n'enlève rien au dynamisme des sociétés. Mais, comme c'était le cas à l'époque ottomane, la langue arabe cesse, pendant cette période, d'être la langue dans laquelle s'expriment les pouvoirs, aussi bien politiques qu'économiques. Et elle voit aussi sa place diminuer dans les secteurs intellectuels, universitaires et même scolaires, par la présence de très nombreuses écoles étrangères et par un enseignement majoritairement donné en langue étrangère à l'université.
Ensuite, dans les années 50, le monde arabe redevient l'acteur de sa propre histoire. Alors, cette histoire, maintenant, se vit, se chante en langue arabe. C'est un langue arabe, donc, standard, qui est unique, qui est la même dans toutes les parties du monde arabe, et qui est en même temps indissociablement lié à des dialectes qui, eux, sont différents, mais entre lesquels, comme je l'avais dit, l'intercommunication existe, est possible. Il y a cette intercommunication, elle s'est améliorée. Les dialectes se rapprochent d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, se rapprochent peut-être de la langue standard. Je prends un exemple. En Égypte, par exemple, la première fois que j'ai connu l'Égypte, pour dire pharmacie, on disait Egzekhana, qui est un mot turc. Je crois turc, enfin, ou persan. Enfin. Egzekhana, tout le monde disait ça. Maintenant, plus personne ne le dit. On dit Saïdalia, comme partout. Autrefois, en Algérie, on employait beaucoup de mots français. On disait automobile pour dire une voiture. Bon, maintenant, le mot sayyara, c'est largement imposé. Donc, il y a un rapprochement des différentes... Voilà, je suis très intimidé. très intimidé par la présence d'un vieil ami. Donc, il y a eu ce rapprochement qui s'est effectué entre les différents dialectes grâce à tout ce mouvement de communication, de radio, de télévision. Alors, quelle est donc la place dans le monde de cette langue qui est parlée et écrite sur un vaste espace par plus de 400 millions d'habitants? Comment cette langue communique-t-elle? Comment interagit-elle? Dans les deux premières impulsions de son histoire, donc la première grande période de traduction au 8e siècle et la deuxième grande révolution de cette langue au 19e siècle, ont été accompagnées par des vastes entreprises de traduction. Et qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il maintenant? Comment la langue arabe, quel est son rapport maintenant avec la traduction? En effet, la place d'une langue ne se mesure pas seulement au nombre de ses locuteurs natifs. Par exemple, une langue comme le chinois est parlée par beaucoup de monde et ce n'est pas une langue très importante au niveau mondial. L'importance d'une langue se mesure à son interaction avec les autres langues du monde. Au moment de l'apogée de la culture arabe, donc au 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle, l'interaction était double. Elle allait dans les deux sens. Les Arabes puisaient aux sources des civilisations qui avaient précédé et les contemporains puisaient aux sources arabes. En Europe, par exemple, les contemporains avaient donc puisé aux sources arabes à travers l'Espagne et à travers la Sicile. Ensuite, au cours de la deuxième révolution, celle du 19e siècle, au moment de la Nahda, les Arabes se sont mis à puiser dans la culture dominante de leur époque, c'est-à-dire la culture européenne sous sa forme française. Pendant ce temps, en Europe se développait un intérêt pour les cultures arabes, mais plus souvent pour la grandeur de leur passé ou pour leur particularité ethnographique, plus pour ces aspects-là que pour ce renouveau qui avait lieu à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'orientalisme. La communication était inégale, mais il y avait communication. Qu'en est-il maintenant? Le monde est très différent de celui du XIXe siècle, qui était marqué par une énorme prépondérance de l'Europe. Il y a ce qu'on appelle l'émergence du Sud global. Et d'autre part, notre époque est caractérisée par la croissance exponentielle des moyens de communication. Ces moyens de communication qui étaient jusque-là inconnus et qui ont profondément modifié la donne. Toutefois, ces modifications n'ont pas eu pour conséquence, du moins dans une première étape,
de favoriser une plus grande égalité dans le domaine des flux culturels et linguistiques. Je dirais même au contraire. Dans quelle situation se trouve maintenant la langue arabe face au reste du monde? Et dans quelle situation se trouve-t-elle dans son propre champ géographique, humain et culturel? Alors, en 2022, l'UNESCO a publié un rapport rédigé par une équipe de spécialistes issus de plusieurs pays arabes et financé par la fondation du roi Abdelaziz, une fondation saoudienne mais de très bonne qualité, qui avait participé à l'organisation de l'exposition sur le Hajj à Lima il y a une dizaine d'années. Et donc, l'UNESCO a publié ce rapport sous le titre de « Construire les sociétés du savoir dans la région arabe. Le rôle de la langue en tant que portail des savoirs. » بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية اللغة العربية بوابة المعرفة. Le choix des mots qui composent ce titre est important. D'abord, le pluriel. Il s'agit de construire des sociétés du savoir dans chacun des pays composant cette région arabe, qui se trouve ainsi désacralisée, laïcisée. On ne parle pas d'Oumma, on ne parle même pas de monde, on parle de la région arabe. Mais pour construire, enfin c'est le langage de l'UNESCO aussi, mais pour construire ces sociétés du savoir, les pays de la région arabe, et c'est ce qui fait leur spécificité, disposent d'une langue unique, la langue arabe. Et ensuite vient le mot le plus important, je crois, de l'étude, c'est le mot bawaba. Pour les rédacteurs, la langue arabe, dans ce contexte, n'est pas un môle, n'est pas un socle sur lequel accrocher l'identité. Elle n'est pas un piédestal pour ériger la grandeur de l'histoire. Elle n'est même pas une simple porte, une bab, mais un portail, bawaba. Un portail que les rédacteurs du rapport, visiblement, souhaitent grand ouvert. Les rédacteurs de ce rapport écrivent qu'il existe un lien très fort entre la puissance du mouvement de traduction et la mise en place des sociétés du savoir. Pour eux, la traduction est un des principaux points d'accès à la modernité, comme cela a été le cas à 2 reprises dans l'histoire du monde arabe, au 8e siècle et au 19e siècle. Pour eux, pour ces rédacteurs, ce point d'accès n'est aujourd'hui pas assez opérant, le portail n'est pas assez ouvert. Alors, je vais citer quelques chiffres. Les chiffres, pas trop les prendre au sérieux, mais ce sont des ordres de grandeur. Selon les chiffres publiés dans ce rapport, entre 1979 et 2010, seuls 11 314 livres ont été traduits vers la langue arabe, des autres langues vers la langue arabe, à partir des autres langues. C'est-à-dire approximativement le même nombre que de traductions vers l'hébreu, 10 000 et quelques titres, ou vers le turc. Maintenant, il y a un autre document dans lequel j'ai trouvé des chiffres également, c'est un document de l'UNESCO qui s'appelle l'Index Translatorium, l'index des traductions de l'UNESCO, qui recense tous les livres traduits jusqu'à nos jours. Alors, je ne sais pas si c'est précis, si c'est... Donc, d'après ce index translatorium, 301 915 livres ont été traduits en allemand depuis les autres langues du monde, 246 045 livres auraient été traduits en français depuis toutes les autres langues du monde, 226 559 en espagnol, 164 509 en anglais. Si le chiffre est moins important, c'est que l'anglais, c'est souvent l'autre langue du monde à partir de laquelle on traduit. Puisqu'ils sont, eux, la langue de l'Empire, ils ont moins besoin de traduire. Ils sont traduits. 62 000 en chinois. Donc le chinois a traduit 62 000 livres provenant de tout le reste du monde et seulement 13 418 en arabe. Et d'après la même source, 17 972 livres avaient été traduits en catalan. Je crois que ça traduit le volontarisme des nationalistes catalans.
Parmi les livres traduits en arabe, il est intéressant de constater que 7222 provenaient de l'anglais, 2123 du français, et bon, 1557 du russe, mais je vous ai dit, ce sont langues traduites depuis le début, donc ça c'est le souvenir de l'époque soviétique, 977 de l'allemand et 359 de l'espagnol. Quel que soit le chiffre considéré, le nombre de livres traduits à partir des langues extérieures vers l'arabe est très bas. Si l'on prend l'exemple de l'Égypte, par exemple, on s'aperçoit que pour une publication annuelle de 20 000 livres, seuls 400 sont des traductions de langues étrangères, ce qui donne un taux de 5%. En France, 15% des livres imprimés sont des traductions. Alors, malgré tout, certains pays comme la France s'efforcent de faire traduire. Donc il faut tenir compte, en plus de cet effort de traduction, de certains pays comme la France, les États-Unis, qui consacrent pas mal d'argent pour financer les traductions du français vers l'arabe. Alors, toutefois, pour modérer ça, si l'on consulte les catalogues des éditeurs, on peut constater que la presque totalité des grandes œuvres de la pensée mondiale, de la littérature mondiale, ont été traduites en arabe. Mais cette production est éclatée entre différents pays, et comme les différents pays d'arabe mettent beaucoup de difficultés à la circulation des livres, ils ne sont pas accessibles partout dans leur ensemble. Il existe également un problème de terminologie. Autrefois, l'essentiel de la traduction se faisait à Beyrouth et au Caire, qui sont deux villes qui se fréquentent, deux villes habituées à communiquer. Et une certaine cohérence était facile à respecter dans ce domaine. Aujourd'hui, les centres de traduction se sont multipliés, et ce qui contribue à créer une certaine cacophonie qui peut être très nocive, notamment dans le domaine des sciences humaines. Ça, c'était dans le rapport de l'UNESCO. Alors, que pouvons-nous dire maintenant du nombre de textes traduits de l'arabe vers les autres langues? Là aussi, il faut resituer cette donnée dans son contexte. Ce contexte, c'est celui d'une massive domination de quelques langues sources dans le marché de la traduction. Toujours le même index translatorium de l'UNESCO a recensé que jusqu'à nos jours, 1 266 110 traductions ont été faites depuis l'anglais, 226 123 depuis le français, vers toutes les autres langues, 208 240 depuis l'allemand, là aussi vers toutes les autres langues, et seulement 13 418 depuis l'arabe. C'est-à-dire, là aussi, à peine plus que depuis l'hébreu, où il y a 10 222. Toutes les données dont nous disposons, quels que soient les chiffres, encore une fois, il ne faut pas les prendre comme une chose extrêmement précise, parce que ces chiffres dépendent des informations qui ont été fournies par les différentes parties intéressées. Toutes les données dont nous disposons vont dans le sens d'une massive présence de la langue anglaise, et à côté de la langue anglaise, deux pôles de résistance, mais très au-dessous, l'allemand et le français, et un pôle en croissance continue qui est l'espagnol. Malgré le nombre de locuteurs chinois, le chinois ne trouve pas sa place, est très loin derrière, et quant au russe, il est en chute libre. La langue arabe également reste très peu présente. Elle est dans beaucoup de domaines au même niveau que des langues comme le danois, l'hébreu, le grec moderne. Dans le monde, en 1999, c'est un autre chiffre, donc 59% des traductions provenaient de l'anglais, 10% du français, 9,3% de l'allemand, dans le monde entier, ce n'est pas uniquement vers l'arabe, 2,9% de l'espagnol, 2,5% de l'italien. Il y avait 20 fois plus de traductions qui provenaient du français vers les autres langues que celles qui provenaient de l'arabe. L'arabe se trouvait au niveau du chinois. Donc c'est pour dire que, encore une fois, l'importance d'une langue ne se mesure pas au nombre des habitants qui le parlent.
pour parler de l'exemple particulier de la France, en traduction de livres arabes vers la France, en France, la France est un des rares pays d'Europe et d'Amérique du Nord à s'intéresser d'une façon suivie, d'une façon constante, à la production intellectuelle arabe. Là, je me suis basé sur un ami qui est avant tout, c'est un ami avant tout, mais c'est un universitaire de renom et c'est également un excellent traducteur, certainement peut-être le meilleur, Richard Jacquemont. Et il a fait une étude sur la production littéraire. C'est un grand spécialiste de la production littéraire en Égypte notamment. Et donc, il a fait une étude sur la traduction de l'arabe vers le français au cours de ces dernières années. Et il constate un point positif, c'est que désormais, c'est la production littéraire contemporaine qui l'emporte, alors qu'il y a 50 ans, on traduisait surtout des textes classiques. Il constate également qu'il y a un décalage entre le moment des années 70, qui a été un âge d'or de la culture égyptienne, notamment, et le moment où on a traduit, qui était une vingtaine d'années plus tard. C'est en effet au début des années 80 qu'on a commencé à traduire systématiquement en France de l'arabe, et c'était la maison Sinbad au début, qui était une maison très subventionnée. À l'époque, l'Institut du monde arabe, qui avait de l'argent, finançait un programme de traduction également. Et c'est seulement en 1992 que Actes Sud, les éditions Actes Sud, ont lancé une collection de littérature arabe. La même maison Actes Sud a racheté Sinbad en 1995 et donc maintenant la plus grosse partie des traductions vers la littérature arabe en France, de la littérature arabe en France viennent d'Actes Sud. La plus grande partie des livres traduits sont égyptiens et libanais. Richard Jacquemont dit égyptien, c'est normal parce que 50% des livres publiés dans le monde arabe sont égyptiens. Libanais, c'est aussi parce que le Liban et la France sont tellement perméables l'un à l'autre qu'il y a un grand courant de communication et que ça favorise donc la traduction des livres en provenance de ce pays. Le nombre de traductions est stable depuis à peu près l'an 2000, un petit peu en augmentation, une vingtaine de titres par an. Maintenant, on approcherait plutôt les 30. C'est peu. C'est très, très peu par rapport à l'anglais. Mais le sort, même par rapport à l'espagnol, mais le sort fait à la langue arabe, par rapport aux autres langues, en dehors de l'anglais, de l'espagnol, n'est pas tellement différent. On traduit assez peu en provenance des langues autres que donc, les grandes langues que sont l'anglais et de plus en plus l'espagnol. Il ne faut peut-être pas s'en étonner. La première grammaire espagnole a été écrite juste après, ou pratiquement la même année que la conquête d'Amérique par les Espagnols, 1492, je crois. C'était donc Antonio de Nebrija qui a écrit « La lengua es compañera del imperio ». La langue est compagne de l'Empire. La langue va avec l'Empire. Alors là, j'arrive un petit peu à ma conclusion parce que je vois qu'il est tard. Si l'on se contente de regarder ces chiffres, on pourrait imaginer que le monde arabe est enclavé, enquisté, qu'il ne communique pas avec le monde. Or, c'est exactement le contraire qui se produit. Par la présence en Europe et aux États-Unis de vastes populations d'origine arabe, qu'il s'agisse d'émigrés économiques ou d'intellectuels, par la présence dans le monde arabe d'écoles, d'universités où les langues européennes, principalement l'anglais et le français, sont des langues d'enseignement, il existe une relation particulièrement étroite, particulièrement profonde, particulièrement dense entre le monde arabe et l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais nous sommes dans la situation paradoxale d'une langue arabe qui importe relativement peu et d'une façon désordonnée et qui exporte encore moins, tandis que le monde arabe est en étroite relation. C'est là le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'il existe de très larges élites polyglottes et que dans la plupart des pays arabes se maintient un enseignement universitaire en anglais et en français.
ce qui rend en grande partie inutile pour les élites la traduction d'ouvrages en sciences dures et même en sciences sociales, et qui rend même moins utile la traduction d'ouvrages littéraires auxquels ces élites ont directement accès. Et d'autre part, il existe aussi dans ces pays, ou parmi les ressortissants de ces pays et vivant à l'étranger, une littérature écrite directement en anglais et en français. Il faudrait qu'un jour soit faite une enquête sur la production intellectuelle arabe, la production des savoirs, pour reprendre la terminologie de l'UNESCO. Il faudrait mesurer la part des savoirs qui ont été produites par des intellectuels arabes en langue arabe et celle qui a été produite en langue étrangère. Pour faire ce recensement, il faudrait aller voir dans toutes les universités où se trouvent les thésards arabes et voir les textes produits en langue étrangère et en langue arabe dans les revues scientifiques du monde entier. Le résultat serait édifiant. Mais je dois dire que la même entreprise effectuée sur des intellectuels français serait édifiante également. Par exemple, dans Sciences dures, presque toutes les contributions désormais sont écrites en anglais. Et c'est de plus en plus le cas dans les sciences humaines. Pour la langue arabe, la question centrale actuellement est celle de l'arabisation des études supérieures. Mais on se trouve là devant un dilemme. Cet enseignement, pour l'instant, est donné en langue étrangère, majoritairement. Dans un article publié il y a déjà un certain temps, le vice-président il y a une vingtaine d'années, le vice-président de l'université de Balamant au Liban écrivait « L'enseignement de l'arabe dans l'enseignement supérieur ne sera plus controversé dès que les universitaires arabes pourront faire la preuve de leur efficacité et celle de leur langue et qu'ils auront produit les manuels nécessaires en médecine, en physique, en sociologie, en histoire, en sciences humaines, en sciences de l'éducation ». Mais c'est un peu une tautologie. C'est un petit peu comme si on disait la langue arabe sera une langue universitaire le jour où la langue arabe sera une langue universitaire. Pour l'instant, dans la plupart des pays arabes, les matières scientifiques sont enseignées en anglais ou en français, sans compter qu'un nombre considérable d'étudiants du monde arabe poursuivent leurs études à l'étranger. Le dilemme est que si rien n'est fait pour arabiser l'université, la langue arabe restera toujours déficiente dans le domaine des sciences exactes, mais que si l'on arabise brutalement, la conséquence peut être la rupture de niveau nuisible au développement économique, social et humain. Voilà, nous sommes devant... Bon, je vais un petit peu réagir, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler. La langue arabe, pour conclure, sous tous ses registres, que ce soit la langue classique, la langue religieuse, la langue standard, le dialectal, c'est une langue très vivante, voire exubérante, comme le montre sa présence sur Internet. C'est une langue qui évolue, qui se transforme, tout en restant elle-même. Face à elle se dressent de nombreux défis, comme nous avons pu nous en rendre compte. Si le monde arabe traverse de graves crises, les sociétés arabes sont inventives, créatives, mobiles. Quelle que soit leur relation avec les langues étrangères, ces sociétés ont comme principal moyen de communication interne la langue arabe, qu'elles manipulent parfois sans trop d'égard, comme un objet familier, tout en parfois la respectant trop, au point de la sacraliser. Cette langue, elles la font vivre, et c'est avec elle qu'elles construisent l'avenir. La langue arabe, actuellement, dans sa confrontation avec les autres langues du monde, est à la recherche d'un point d'équilibre. Un point d'équilibre provisoire, comme sont tous les points d'équilibre dans l'histoire, entre la modernité anglophone et parfois francophone, d'une part, entre les dialectes maternels de l'autre, entre le besoin de parler à tous et le besoin de communiquer entre soi. Elle tâtonne sans doute un peu, mais le chemin parcouru a été considérable, même si l'on considère à ce qu'était la situation il y a une cinquantaine d'années. Voilà à peu près, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et j'aimerais maintenant que vous me posiez des questions. Alors, je salue la présence d'un grand professeur aussi ici, qui est un vieil ami, qui a étudié l'arabe avec moi, Jean Lambert. On était à l'INALCO ensemble pendant 3 ans. 3 ans. Tu es parti avant moi parce que tu es parti à Sanaa avant ta 4e année.
Et on s'est retrouvé à Sanaa quand j'étais ambassadeur et qui était directeur du CEFAS, qui est le centre français qui maintenant est au Koweït. Qu'est-ce que c'est le sigle exactement? Bien. Oui. Voilà, tu m'apostrophes. J'en profite pour te poser une question, une première question. Ça m'a intéressé beaucoup, hein, ton exposé, bien que je sois arrivé un petit peu en retard, donc j'ai peut-être raté quelques éléments, mais... Tu les connais. Oui, il y a des choses que je connais, évidemment, et d'autant plus que tu as parlé de ce rapport de l'UNESCO, que j'ai consulté assez en profondeur, en fait, pour diverses raisons. Du coup, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'avais noté un certain nombre d'impasses, je crois, dans ce rapport, notamment les dialectes, par exemple, ils en parlaient très très peu. Oui. Sauf peut-être un petit peu les Marocains. Alors c'était bien parce que les Marocains parlaient quand même aussi du berbère. Ils disaient que voilà, il y avait une situation multiple de multilinguisme au Maroc, ce qui est quand même voilà, c'était un signe d'ouverture, mais en général, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plus qu'une absence, presque un déni de l'existence des dialectes. Et du coup, je me suis vraiment demandé s'il n'y avait pas un espèce d'impensé dans toutes ces questions qui tournent autour de la langue et de sa traduction, de sa pratique. Il y a bien sûr aussi la question de l'édition que tu as mentionnée un peu et qui fait que souvent des romans qui paraissent dans un pays vont pas circuler facilement dans un autre, etc. Donc je vois qu'il y a beaucoup de problèmes sociolinguistiques finalement qui empêchent cette langue de s'épanouir, quoi. Alors je sais pas, est-ce que c'est pas vraiment une question, mais Oui. Comment est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus là-dessus? Mais alors, un point sur le Maroc, c'était étonnant, effectivement, au Maroc, de voir actuellement que tous les établissements publics, tous les ministères à Rabat sont donc le nom de l'établissement est écrit en arabe et en berbère, avec le choix de l'écriture tifinagh, qui est un choix qui n'est pas le choix de tous, hein. Et j'étais invité à Marrakech à l'université pour parler de traduction, dans le sens plus traduction littéraire ou autre. Enfin, et là, ils avaient fait même ma biographie, et ils avaient fait ma biographie en tifinagh, en arabe et en français. Effectivement, il y a cette volonté très forte au Maroc. C'est un pays qui est majoritairement berbère, même si quand même maintenant la langue arabe n'est pas parlée par tous les gens qui se disent berbères, hein, mais quand même la langue berbère est très présente. Alors, je pense que oui, dans le monde arabe, le problème des dialectes est rarement abordé. Le problème du lien entre la langue et le dialecte n'est pas abordé, mais il est vécu. Actuellement, en Égypte, je crois que les gens sont tout à fait à l'aise dans cette gestion des différents niveaux de langue, où ils passent d'un niveau de langue à l'autre selon ce qu'ils ont à dire. Mais ce n'est jamais conceptualisé. Merci pour votre intervention. J'avais une question. Vous avez parlé des nouveaux mots. De nouveaux mots? Oui, c'est ça, dans la langue arabe. Oui. Et en fait, dans la traduction, c'est aussi quelque chose auquel on fait face. Un mot, un terme comporte un concept. Et donc je me posais la question, par exemple, le concept de nation. J'entends mal, hein, j'entends mal. Ah. Mettez plus près. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui? Non? Oui, allez-y, mais parlez fort. D'accord. Donc les concepts, donc, par exemple comme le concept de la nation. Le concept de quoi? La nation. La nation, oui. Qui est un concept dans l'imaginaire, voilà, c'est quelque chose qui est voué à durer dans le temps. On le traduit par daoula. Sauf que dans la racine même de daoula, il y a la notion de tadaoul, quelque chose qui est changeant. Oui. Et donc, je voulais avoir votre avis par rapport à ça, en fait. Comment est-ce que un concept, par la traduction, passe justement à un autre système et comment est-ce que justement, maintenant même dans l'imaginaire dans le monde arabe, j'ai l'impression que la daoula, c'est quelque chose qui doit durer dans le temps, alors que dans sa racine même, voilà, on a ce côté très cyclique. Donc voilà. Merci.
Oui, mais encore une fois, j'ai mal entendu, donc je vais essayer de, je crois, mais effectivement, donc, si j'ai bien compris, le choix d'un mot s'est fait au moment donc de l'accès à la modernité, enfin au moment où on a eu besoin de mots pour exprimer ces choses-là, et que ces mots pouvaient avoir un sens qui n'était pas... enfin, il pouvait y avoir un décalage par rapport au sens initial. Dans le cas de Daoula, par exemple, d'ailleurs, dans le cas de Daoula, il y a à la fois l'État d'un côté et puis international. Donc c'est un petit peu... alors il y a d'ailleurs des pays où on a choisi d'autres mots. Enfin, les bassistes avaient choisi d'autres mots pour dire l'État. Ils disaient... Le qatr, non? Comment il... Hein, qatr. Oui. J'ai mal entendu, je suis désolé. Hein. J'ai donc mal répondu à la question. Bonsoir, je vous remercie pour cette belle intervention. Vous m'entendez? Oui. Super. Donc, moi, ma question, elle est dans la continuité de monsieur. J'ai Lambert, d'accord. Monsieur Lambert, et c'est par rapport à la traduction vers les dialectes arabes. Oui. Et récemment, il y a quand même une lancée dans la retraduction des classiques français comme celui d'Albert Camus vers le dialecte, par exemple, tunisien. Il y a Dia Bousselmi qui a retraduit l'étranger. Il y a la retraduction de la peste aussi avec l'événement de la Covid. Et quand même, il y a quand même une montée le dialecte, les dialectes, surtout dans le Maghreb. Il commence à reprendre, il commence à passer d'une sous-langue ou de quelque chose qui a été ignoré ou mal classé à une langue quand même. Chose qui est tout à fait normale ici à l'INALCO, mais dans nos pays, c'est des sous-langues, c'est pas des langues. Donc, quand même, il y a un mouvement de retraduction. Et moi, ma question, elle est dans ce sens-là. Et vous, en tant que traducteur, si vous pouvez nous dire quelque chose sur la retraduction, justement. La retraduction? Oui. Comment la retraduction? Retraduire des œuvres vers la... Voilà. Donc, parce que je traduis vers le français. Oui. Et donc vers le français, vers le français, la retraduction. Alors la retraduction dans le sens large du terme, c'est-à-dire on voit qu'il y a des œuvres qui ont été traduites et retraduites de l'arabe vers le français. C'est ça ma question. Alors Richard Jacquemont, dans l'article que j'ai lu de lui, disait que dans le monde arabe, beaucoup d'œuvres devaient être retraduites parce qu'elles l'avaient été il y a 100 ans, peut-être 60 ans, et que la langue arabe avait énormément bougé depuis cette époque-là, qu'elle avait bougé, elle était restée elle-même, mais les mots n'avaient pas exactement le même sens, ils n'étaient pas utilisés dans le même contexte, et que donc on avait besoin de les réécrire. Oui. Ça, j'ai lu ça, effectivement. Moi, en français aussi, je pense, hein, une traduction qui a été faite en français au 19e siècle, peut-être qu'elle est vieillotte, elle est un peu désuète, un peu démodée, c'est possible, hein, mais quand même, on lit les textes du 19e siècle assez facilement. La langue arabe a beaucoup bougé avec toutes ces... la langue arabe n'est pas la même, même si on peut comprendre un texte du XVIIIe siècle, il y a quand même un grand changement depuis. Oui, tout à fait. Alors là, la littérature en dialecte, ça c'est un autre phénomène. Moi, si vous voulez, traduire en dialecte Camus. Moi, je fais le pari de la langue unique, une langue unique qui serait... parce que c'est tellement dommage que cette intercommunicabilité soit détruite. Ce qu'il y a, c'est que dans les textes modernes, les gens emploient beaucoup de formes dialectales. D'abord, les dialogues sont entièrement en dialecte, pratiquement souvent, enfin pas toujours, mais
je pense qu'un équilibre va s'établir. Ça dépend des langues. Vous avez un cas que je connais bien, enfin que je connais un peu, c'est le cas du grec. Le grec moderne. Dans le grec moderne, ils avaient, quand la Grèce a eu son indépendance, elle a voulu redevenir la Grèce authentique, donc ils ont créé une langue savante qui était très proche de la langue classique, qu'on appelait la katharevousa, c'est-à-dire la langue propre. Et cette langue était la langue de l'État, la langue de l'enseignement. Bon. Et ça a duré jusqu'en 1965, comme ça. Mais les écrivains n'ont jamais accepté cette langue. Presque aucun. Ils ont écrit en langue populaire, démotique. Et ils ont écrit en langue populaire. Et ça s'est imposé en 1965 ou 6, je ne sais plus, le Papandréou, le grand-père ou l'arrière-grand-père de celui qui... Enfin, c'est une dynastie de premiers ministres. Et il a donc supprimé l'utilisation de la katharevousa. Mais entre-temps, d'ailleurs, le dialecte s'était enrichi avec la katharevousa. Comme actuellement, je pense que les dialectes s'enrichissent avec la langue. Les dialectes s'enrichissent, je crois, beaucoup avec la langue standard. Ça dépend du niveau de conversation, mais... Donc, en grec, il y a eu ça. Seulement, ça ne posait aucun problème, parce que les Grecs se comprenaient tous. C'est un pays, c'est 10 millions d'habitants. Donc le choix était un peu logique. Dans le monde arabe, actuellement, j'ai un ami et un jeune collègue qui me disait que sa mère, dans une banlieue parisienne, faisait des cours d'arabe pour suivre Al Jazeera. Voilà, c'est-à-dire que dans le monde arabe, on a envie d'écouter les mêmes choses, de communiquer, et si on passe tous au dialecte, ça supprimera cette intercommunicabilité. Mais ça, encore une fois, ce sont les peuples qui décideront. Les peuples, les gens qui écrivent, ça va s'établir. Le dialecte en Égypte, par exemple, il y a eu 2 ou 3 tentatives, mais il n'y en a pas beaucoup à ma connaissance. Moi, Jean. En Égypte, j'ai vu un livre qui s'appelle Ketab Malosh Ism, qui est amusant, qui est écrit entièrement en dialecte, mais il n'y a pas eu beaucoup de tentatives. Les jeunes, actuellement, les jeunes de la Révolution, les jeunes qui vous parlent de sexe à toutes les pages, ou enfin qui font des romans complètement déjantés, ils les font en arabe standard. Avec, là aussi, alors des mots anglais qui rentrent à l'intérieur, des mots n'importe quoi. Enfin, sans grand respect effectivement, la langue est brutalisée, mais ça reste l'arabe standard. Une dernière question. Oui, je voulais rebondir sur... merci pour votre remarque sur la tradition en dialecte. C'est de Camus, c'est intéressant. On va consulter ça avec intérêt. Je voulais rebondir juste sur la question de l'autre demoiselle. Quand vous avez parlé de l'État et de la nation, parce que j'étais un petit peu étonné, je me suis beaucoup intéressé aussi à la traduction du français vers l'arabe. En fait, tout simplement pour mes propres livres. Donc j'ai supervisé la traduction de 2 de mes livres, du français en arabe. Et donc j'ai été confronté à ces problèmes que vous avez évoqués. Mais quand même, juste une petite remarque sur la traduction de la nation. Vous avez parlé de Daola, j'étais un peu étonné, parce que il me semble que la traduction de la nation, en général, c'est plutôt Watan. Oui, Watan. Et que Daola est plutôt l'État. Alors ceci dit, la remarque que vous disiez sur le fait que Daola... Yetadawel, c'est quelque chose qui bouge, et que pour créer un État, c'est un peu embêtant, parce qu'effectivement, un État, on supposerait plutôt que ça serait quelque chose de plus stable. Donc le problème reste entier, bien entendu. En général, j'ai remarqué que, effectivement, la traduction des sciences sociales en arabe est très difficile, parce que les concepts ont été inventés en français ou en anglais, en gros, en général, ou en allemand parfois. Donc je sais que pour un de mes livres sur le Yémen qui concernait la hiérarchie sociale, les relations entre les classes sociales, etc.,
c'était extrêmement difficile pour parler, par exemple, des normes sociales ou pour parler des castes. Vous voyez, c'est des concepts qui sont totalement importés et c'est vraiment pas facile. Et c'est un des problèmes que soulevait d'ailleurs le rapport de l'UNESCO, c'était que pour que la langue de la traduction s'enrichisse, il faudrait aussi d'abord que les recherches se fassent en arabe. Et ça, c'est pas évident. C'est un grand problème. Actuellement, le grand problème, c'est ça. C'est que la plus grande partie, je crois, de la production intellectuelle arabe, la plus grande partie, énorme, presque la totalité de la production intellectuelle arabe dans le domaine des sciences humaines se fait en langue étrangère, oui. Je pense qu'on peut clôturer si vous avez plus de questions et vous remercier encore pour cette soirée, pour votre conférence et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Merci.